Salut à toutes et tous, j'ai le plaisir de vous recevoir ici au Casino de Namur pour un entretien exclusif avec la team Poker One, le premier podcast du même nom. On aura aujourd'hui presque l'entièreté de la team Poker One pour un entretien exclusif. On va y aborder le quotidien d'un joueur de poker pro, la routine, la préparation physique et mentale. On va démonter aussi quelques clichés et je suis sûr qu'on aura quelques anecdotes assez croustillantes vu le palmarès et la qualité des joueurs autour de la table. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire les présentations. Donc, on va débuter avec une brève présentation de chacun. Donc, Rami, je commence avec toi. Bah écoute, je m'appelle Rami Awad, j'ai 39 ans, joueur égyptien, pro. J'ai joint Poker One, ça fait 1 an et 5 mois maintenant. Malheureusement, pas encore une grosse perf pour Poker One, mais on la cherche. Je joue principalement en ligne. Du coup, je fais peut-être 150-200 tournois live par an, mais j'en fais peut-être 7-8 000 en ligne tous les ans aussi. Et voilà, genre à la recherche, à la quête du Graal ici à Namur à un moment ou l'autre. Aller suivre 2-3 potes sur le chemin de gagner le BPC là, ce mois-ci. Super, bah, il y aura une solidarité, je pense. Toute l'équipe va être là pour te soutenir aujourd'hui. Je pense à Rico, si tu peux te présenter en 2 mots. Oui, bah, moi c'est Rico Chevalot. Donc je suis avec Damien avec Poker One depuis le début. Donc ça doit faire maintenant 5 ans je crois. 5 ou 6 ans. 6 ans. Ouais, ça doit faire 6 ans maintenant. Donc j'ai été le premier avec Alyosha à être chez Poker One et voilà, ça fait maintenant 6 ans comme Damien l'a dit. Ça se passe plutôt bien pour moi depuis le début. Enfin, ça s'est vraiment bien passé pour moi les 3 premières années. Après, j'ai ralenti un petit peu au niveau du volume parce que je travaille en même temps. Donc, je suis éducateur sportif et c'est pas toujours facile d'associer les deux parce que voilà, hein, des moments, je travaille le week-end en plus. Donc, quand il y a des festivals, des tournois, bah, je peux pas toujours participer. Mais ça va, quoi, ça me convient comme ça et c'est super, il y a une bonne ambiance entre nous, on rigole bien, on est tous des potes et puis on progresse ensemble. Super. On passe au boss de l'équipe, Damien. Moi, j'aime pas ce terme-là. Plutôt joueur passionné qui a voulu en faire, qui a voulu professionnaliser un petit peu la passion. Ouais, moi, Damien Huppé, 45 ans, bientôt, 44 toujours. J'ai créé Poker One à la suite d'un World Series, à la suite d'un November 9. En 2015, j'ai eu l'idée, et puis 2018, après des contacts avec avocats, avec comptables, fiscalistes, on a décidé de structurer cette passion qui est le poker pour voilà, le mettre en société, en SRL PKR One, et puis tout doucement d'intégrer des profils de joueurs de plus en plus compétents tels que Rami et David. Ok, bah on passe à David sans transition alors. Salut. C'est tout. Du coup, moi, David, j'ai 33 ans et j'ai rejoint Poker One cette année. Je suis un petit peu à l'inverse de mes camarades, je suis plus un joueur qui vient du online que du poker live. J'ai fait mes classes en ligne. J'ai gagné il y a 2 ans un contrat de sponsoring avec la room GG Poker Belgique. Et suite à ces 2 ans, on a arrêté notre partenariat. Et c'est là que j'ai rejoint la team Poker One grâce à Damien. Je connaissais déjà à peu près tous les membres de l'équipe, mais c'est vrai que on se rend compte très très vite. On revient du Six Mix là qui s'est passé à Marrakech, qui a une belle camaraderie dans l'équipe. On adore se vanner, on adore se tailler, mais on est toujours là pour avoir un petit mot de soutien quand quelqu'un va pas bien. Et donc c'est cool d'avoir ce type d'expérience. Super, ça va, merci. Donc, on va parler directement poker pro et poker professionnel. Donc, si on doit prendre un joueur professionnel dans l'équipe, je me tourne vers toi, Rami. Je pense que on peut dire que tu es à 100% joueur professionnel. Enfin, si tu peux nous en dire plus à ce que... Écoute, j'ai une agence immobilière à côté, mais je gère rien dedans. Du coup, j'ai de temps plein pour jouer au poker. J'étais joueur pro à l'époque déjà il y a très longtemps, genre entre 2006 et 2014. J'ai arrêté longtemps pour faire cette boîte. Et depuis 2022, je me suis remis à temps plein. Et j'ai eu la chance de bien run dès le début. Genre 2022, j'ai eu une très bonne année, 2023 aussi. L'année dernière était très compliquée en termes de résultats. Mais ouais, c'est un jeu qui demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, genre une force mentale plutôt solide quand tu perds beaucoup pendant pas mal de temps. Mais honnêtement, ça se passe beaucoup mieux là cette année. Ça tourne bien en ligne, ça se passe bien. Je bosse mon jeu, je voyage. Ça tourne. C'est vraiment un boulot où les gens, ça paraît simple. On joue aux cartes, on fait de l'argent, mais
c'est pas que ça. Genre ça, c'est ce qu'on voit en haut, mais en bas, il y a tout le travail, tout le temps qu'on met derrière, toutes les périodes où on gagne pas d'argent et on en perd plutôt. Mais ouais, avec la team, ça se passe plutôt bien. Damien, il a toujours été relax, genre sur l'année dernière où je lui ai pas fait gagner grand chose à Poker One. Il était quand même toujours là derrière, toujours là. Ouais, mais je sais que tu joues bien, je sais que ça va se passer, ça va tourner. Et voilà. Mais c'est vraiment un boulot différent du reste des choses parce que t'es ton propre boss, mais à la fois tu contrôles pas ce qui se passe, quoi. Genre, tu peux contrôler que tu sois très fort, mais tu contrôles toujours pas les cartes qui tombent, les cartes qu'on te donne. Et il faut faire avec, il faut accepter. Super, très intéressant. J'en profite pour passer à David. Ouais. Toi, je pense qu'on peut dire que tu as été tout un temps où tu es actuellement semi-pro ou, Ouais. Bah en gros, le poker pour moi, c'est une activité complémentaire entre guillemets. Associé à ça, une vie classique, j'ai envie de dire, père de famille, 2 enfants, un travail complètement normal. Mais du coup, il faut pouvoir arriver à trouver le temps pour jouer un certain nombre de tournois. À savoir que bah, je fais un peu moins de volume que Rami, mais je dois tourner autour des 3000 MTT par an en ligne. Et au niveau du live, je suis également moins que Rami, je dois être à une 50aine de tournois live par an. Ça prend beaucoup de temps. Je parlais juste avant du Six Mix, bah, c'est un déplacement d'1 semaine où tu es loin de ta famille. On a un décalage horaire, pareil pour Vegas quand on est parti à Vegas à l'époque. Enfin, c'est des contraintes qui font que oui, aujourd'hui j'ai ce statut de semi-pro. À la fois parce que j'aime mon métier, mais à la fois aussi parce qu'il faut réussir à trouver un certain équilibre entre passion pour le poker, mais également vie de famille et travail classique. Bah, tu peux dire qu'en Belgique, aujourd'hui, c'est possible, peut-être pas d'envie, mais c'est peut-être pour certains privilégiés, quoi, en fait, en Belgique, pour un petit marché comme la Belgique. Bah, concrètement, pour être joueur pro de poker en Belgique, c'est vraiment très 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 compliqué, dû au fait que l'imposition basée sur le poker, en fait, il faut savoir qu'en Belgique, le poker n'est pas considéré comme un jeu de hasard. Donc à partir du moment où il y a un skill sur le long terme, c'est un métier, et donc à partir du moment où c'est un métier, c'est imposable. C'est imposable au même niveau qu'un salarié, sauf qu'on parle d'un chiffre d'affaires qui est imposable au niveau du brut et pas du net. Sachant que nous, on peut avoir des variations entre le brut et net qui peuvent, je sais pas, pour un joueur pro, aller de 100 à 150 000 euros par an. Bah, on va se faire taxer sur des sommes qui sont en fait pas en nos possessions. Donc c'est très très compliqué en Belgique. La situation est clairement pas assez transparente, autant pour le côté fisc que pour les côtés joueurs de poker. Du coup, ouais, si tu veux être joueur pro de poker en Belgique, c'est presque impossible. La plupart des joueurs pro, au final, terminent par s'expatrier. On en a 2 bien connus, Thomas Boivin et Mickaël Gatti de Pure Poker, qui sont expatriés. Canada et Mexique. C'est ça, ouais. Canada et Mexique. Du coup, bah, on voit vite qu'à ce niveau-là, en tant que joueur de poker, si tu veux faire de ce jeu ton métier, tu te retrouves assez vite capé et assez vite face à un mur qui te dit ou bien tu vas t'expatrier de ton pays ou bien tu vas pas pouvoir vivre de cette passion convenablement. Ok, il y a une nette amélioration à faire à ce niveau, C'est en ça. tout cas en Belgique. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une certaine partie de ta préparation qui est de l'entraînement? Est-ce que tu étudies des techniques particulières? Il y a des bouquins? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Plus des bouquins. Les bouquins, c'est dépassé, on va dire, maintenant. Non, genre une semaine type pour répondre à Damien. C'est, moi, je commence ma semaine, on va dire dimanche. Parce que dimanche, c'est la session qu'on peut pas rater en ligne, les plus gros tournois, les plus beaux. Du coup, dimanche, je suis en session. Lundi, je prends la journée, je joue pas une main, je fais que review les mains de la veille. C'est-à-dire, je reprends les mains compliquées que j'avais screenshot la veille pendant mes sessions, je les review, je les étudie sur 2 softwares, du coup, j'étais au Wizard et HRC. Je regarde si ces spots étaient bien joués, si un solver aurait joué de la même façon, pourquoi, du comment. J'essaye d'approfondir en gros ces spots où j'ai eu du mal, on va dire, pendant la session. Mardi, mercredi, je refais full session les 2 jours. Ensuite, je suis off jeudi, vendredi et off complet, genre pas de poker. Samedi, le matin, je coach quelques élèves à moi. Du coup, je donne des cours, je review des mains d'autres personnes. Et le soir, je fais full session. Et dimanche, c'est des sessions marathon que je commence plus ou moins à 13h et que je finis parfois à 9h du matin, dans lesquels je peux faire entre 70 et 120 tournois sur la session. Du coup, c'est 16 tablings non-stop pendant 15-16 heures.
Mais ça donne ça plutôt une semaine type, 2 jours off, une journée full travail et 4 jours de grind. Ouais. C'est très combien de chargé. tournois sur un mois live et combien de tournois online, plus ou moins, pour avoir une idée? Bah, en ce moment, l'année dernière, j'avais fait vraiment un volume live assez conséquent parce que je runnais tellement bad, j'avais juste envie de sortir du run. Je dirais que cette année, c'est plus une semaine en live à l'étranger et 3 semaines chez moi en train de grind en ligne. Du coup, je dirais 12 tournois live par mois et 2000 en ligne, plus ou moins. 2000 tournois Ouais. en ligne. Ça me Faut choquerait savoir que pas, c'est genre, du je tourne tablé en ligne, hein, donc tu sais entre avoir 1400 et stable en 2000, même ça temps. dépend des mois. Ce Quoi. que tu sais pas faire en live, quoique David a failli le faire à Marrakech. Ah, t'es pas loin. Faire T'es pas de loin. table live. Multi-double live. Ah oui, il voulait courir à droite à gauche. Aller Ouais. courir de table en table dans le même casino, dans Ouais, deux ouais. tournois différents. Moi, je l'ai déjà vu à Rosva. Je voulais le faire et ils m'ont dit que ça va être compliqué sur un 1100 et un 2002. Ouais. Genre, j'avais quali le 2002, mais j'étais au D2 du 1100. Ah ouais. Et ils m'ont dit, oui, mais on peut pas, vous auriez pas dû jouer la quali. J'étais là, ouais, mais non. Comment ça, j'aurais pas dû jouer la quali? Bah, dites aux gens si vous êtes dans un D2 qu'on joue pas. Et du coup, elle a été sympa. Elle m'a viré mon ticket de l'autre jour pour le D1B de l'autre truc. Sinon, j'allais devoir courir dans le casino aussi. Et ça allait pas être drôle. Donc toi, tu l'as fait, David, hein, ici à Marrakech Non, en fait, c'était l'idée. Il y avait 2 tournois importants qui se jouaient en même temps, le Monster Sac 400 et le High Roller 1500. Le problème, c'est que quand c'est 2 plus beaux tournois du festival, c'est difficile de choisir entre les deux. Du coup, le plan de base, c'était ok, on commence à jouer le Monster Sac 400 jusqu'au dinner break. Et au dinner break, en fait, le High Roller continuait de jouer. Du coup, à ce moment-là, j'aurais été m'inscrire dans le High Roller. Et une fois que le High Roller était en pause dîner, l'autre tournoi recommençait. Donc j'aurais pu jouer en fait 1 heure chaque tournoi en différé, mais à la suite de ça, il fallait jouer les 2 tournois en même temps. Je sais pas si je peux appeler ça de la chance ou pas, mais j'ai été éliminé du Monster Sac juste avant la pause dîner. Du coup, j'ai pas eu à jouer les 2 tournois en même temps, mais ouais, c'était clairement le plan. C'était une Il a possibilité. pas fait l'enfeu sur le high roller non plus. d'accord. Juste pour la C'était blague. clairement le plan de jouer les Juste 2 pour le tournois en même temps. Pour revenir vraiment à plus l'administratif et peut-être les fondations de Poker One, est-ce que tu peux nous expliquer, Damien, les obstacles que tu as peut-être eu ou justement les choses qui t'ont surpris sur la facilité ou pas de fonder une Ouais. team en Belgique? Oui, ce qui est déjà très compliqué dans le monde du jeu en général, donc là je parle du poker, mais dans le monde du jeu en général, c'est déjà de trouver une banque, de trouver, il faut bien sûr qu'on crée une société, créer les statuts, aller chez un notaire, et donc quand on est dans le monde du gaming, c'est pas du tout évident. Il y a beaucoup de banques qui disent, non, on ne sait pas ouvrir un numéro de compte bancaire, donc pas évident. L'avantage avec Poker One, c'est qu'on n'offre pas du jeu, donc ça veut dire qu'on n'a pas un site en ligne sur lequel on peut venir jouer au poker, donc nous on est vraiment à la recherche de sponsoring et de création d'événements aussi au niveau business et chef d'entreprise. Donc là, je veux dire, ça a été un peu plus simple pour créer cette société. Mais c'est vrai qu'il faut aller voir un bon avocat, un bon comptable fiscaliste, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire des contrats joueurs, des contrats partenaires. Et donc, bien sûr, déclarer, je parle pour ma part qui suis dans Poker One, ses gains aussi. Donc, et tout rentre effectivement dans le compte de la société. Donc maintenant, les avantages que ça a, parce qu'il n'y a pas que des inconvénients, c'est effectivement qu'on peut payer ses buy-ins, ses voyages, tous les frais connexes à la vie d'un joueur de poker peuvent bien sûr être payés de par le chiffre d'affaires de la société. Donc je veux dire, il y a aussi des avantages, même des investissements immobiliers, voitures, parce que souvent la question, c'est les personnes se disent, ouais, mais pourquoi je vais aller tout déclarer? Imagine, je gagne 200 000 ou même 1 million. Il faut savoir que c'est à ça que ça sert aussi un comptable, mais c'est d'aller trouver aussi des astuces. On peut avoir acheté un immeuble et se dire, tiens, voilà, c'est maintenant le siège de ma société. On peut acheter aussi une voiture, faire un leasing. Donc il y a quand même moyen de faire des frais relativement importants dans une société pour aussi diminuer le chiffre d'affaires et au moins comme ça de ne pas devoir partir et quitter sa famille, ses amis et toute la routine qu'il y a en Belgique, puisque c'est vrai que c'est un gros frein effectivement quand on veut on va dire être joueur de poker et de faire ça de manière complètement légale. C'est vrai que c'est pas évident, je ne vais même pas parler que de la Belgique, je parle des pays européens, c'est très très difficile pour un joueur de poker parce qu'il n'y a pas de règles clairement définies. Je veux dire, nous on a été contrôlé à nos débuts et j'ai demandé à la fin du contrôle fiscal, tiens, quel est le meilleur conseil que je peux donner aux joueurs? Même eux-mêmes ne savaient pas vraiment me dire, écoutez, ça peut parfois être le top 100 GPI, donc c'est un classement style ATP qui classe les joueurs de poker, ou Endon Mop, on va prendre les 50, les 100, les 200 meilleurs joueurs du moment et on va les contrôler que en live, que online. Il n'y a pas de règles clairement définies. Qu'est-ce qu'un joueur amateur? Qu'est-ce qu'un joueur pro? J'ai entendu des définitions qui disaient si vous jouez plus de 2 tournois par an, on peut vous cataloguer comme pas du tout joueur amateur, mais
comme si c'était une activité complémentaire. Donc on ne dit pas après 10 tournois, c'est une activité complémentaire. Au même titre que tu organiserais des marchés de Noël en fin d'année avec un ami, oui, c'est ton activité de marché de Noël, tu dois la déclarer, même si c'est un métier tout le reste de l'année. Donc ça, c'est encore très nébuleux. C'est pas évident, je trouve, même pour un joueur qui veut se lancer en Belgique, qui commence à perfer online, de se dire, tiens, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il n'y a pas vraiment une règle super définie à ce niveau-là. Je pense que de toute façon, si, comme l'a dit David, il a un boulot sur le côté, qu'il a déjà un contrat de travail dans une société pour laquelle il paye déjà des impôts, il sera moins embêté que le joueur chômeur ou sans emploi qui veut se lancer et qui habite toujours en Belgique. Là, effectivement, c'est plus compliqué de le laisser dans cette catégorie de joueurs amateurs et non professionnels. Okay. Après, c'est vrai qu'il y a des pays où la fiscalité est plus intéressante. On pense au Mexique, au Canada, au Maroc, à Malte, à Monaco, même ça a été tout un temps en Angleterre, Luxembourg, Porto. Donc voilà, il y a quand même des pays encore où on peut effectivement aller et être moins embêté. D'ailleurs, c'est assez intéressant quand tu vois les gagnants du World Series, tu vois la position à laquelle ils ont terminé, les gains qu'ils devaient avoir et puis les gains nets selon leur pays. Donc parfois tu vois le 5e qui a plus gagné que le 3e par exemple. Donc voilà, c'est là qu'on voit toute la problématique qu'il y a encore dans le poker. On a connu ça même ici à Marrakech dans des montants plus faibles. Même sortir parfois de l'argent d'un pays où on joue, que ce soit virement ou cash, c'est parfois très compliqué, donc avec les taux de change, ce genre de choses, voilà, pas toujours évident effectivement d'être un joueur de poker, on va dire, dans la légalité. Ok, je rebondis un peu sur ce que tu as dit, un peu l'absence de règles ou des règles nébuleuses. Toi, Rico, je sais que tu as évolué pas mal au niveau du statut. Parfois tu jouais plus, parfois tu jouais moins. Est-ce que c'est justement cette absence de règles ou des règles plus nébuleuses qui t'ont amené à calmer un peu le jeu parfois, ou ça n'a rien à voir? Non, moi justement, je suis vraiment assez différent par rapport aux autres, parce que moi déjà je suis français et nous en France jusqu'à maintenant on n'est vraiment pas embêté avec la fiscalité. Moi en plus, je suis éducateur sportif, j'ai mon salaire comme Damien disait, moi c'est une passion et c'est un à côté le poker. Donc voilà, j'ai un contrat, je suis embauché depuis 18 ans dans la même entreprise. Je paye mes impôts comme tout le monde et pour l'instant ils m'embêtent pas avec ça. Après, contrairement aux autres, moi je fais peu de volume aussi. Je joue peut-être, je vais dire, entre 25 et 50 tournois sur l'année, live. Donc je joue très peu, c'est quand même assez peu, 50 tournois live. Et bon, après il y a eu des petites perfs, il y a eu des petits trucs, mais j'ai jamais été embêté en France par rapport à ça. Et je pense qu'ils m'embêteront jamais parce que j'ai trop peu de volume et j'ai mon contrat en plus de travail qui fait que je paye mes impôts en France comme tous les Français, quoi. Donc j'ai cette chance là d'être en France. Ça, après c'est vrai qu'en Belgique c'est beaucoup plus flou. C'est un peu bizarre, on sait pas trop. Même Damien qui demande carrément comment on doit faire pour être légalement correct. Nous en France il y a pas de ça, quoi. Nous c'est considéré comme un jeu de hasard en France déjà. Et eux non. Donc il y a une grosse différence. #only in Belgium, quoi. Damien, mais justement, je pense que Poker One, c'est la seule team belge. Je pense que c'est lié à ça. Il y a une autre team à l'époque dans différentes rooms online, on ne va pas citer aujourd'hui, mais qui ont eu une team effectivement avec différents joueurs. Mais je parle au niveau structure et statut et vraiment en société. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne doit plus en avoir. Ouais, effectivement, il y a d'autres teams un peu amateurs, je veux dire, mais qui ne sont pas sous statut. Mais avec vraiment contrat joueur, contrat partenaire et sous le statut de la SRL. Ouais, je pense maintenant qu'on est la seule, effectivement. Poker One porte bien son nom, quoi. Poker One porte bien son nom, voilà. Ça va. Rami, en Égypte, c'est comment la fiscalité? Absolument rien. C'est un marché gris. Il n'y a aucune loi sur le poker, il n'y a aucune loi sur les jeux d'argent. Donc si tu prends demain 1 million d'euros, je paye rien. Série, tu payes pas absolument pas d'impôt. Que tu aies un travail ou pas? Oui, absolument pas. Le seul truc en Égypte comme loi, c'est que les Égyptiens ne peuvent pas aller au casino. Ah oui. Genre, il y a des tournois de poker en Égypte, mais j'ai pas le droit d'accès au casino, à part si tu as un autre passeport. Moi, j'en ai pas. C'est que pour les touristes et les étrangers. C'est que pour les touristes et les étrangers, et c'est même pas une question de religion ou quoi, c'est juste une loi qui a été instaurée genre il y a 100 ans, qu'ils ont jamais jamais modifié. Du coup, tu peux être saoudien et jouer en Égypte, t'auras pas de problème, mais égyptien, tu ne rentreras pas au casino. Du coup, moi je joue que en ligne. C'est tout le temps différent dans chaque pays, quoi. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs chez nous en Égypte. Je veux dire, Random Mob, on est 70 classés égyptiens alors qu'on est 120 millions d'habitants. Du coup, c'est numéro 2, toi? Je suis numéro 8. Ah oui, je suis numéro 8. Tu étais 2 quand même. En ligne, je suis numéro 1. Et je pense que le gars qui est numéro 2, bonne chance à lui.
Je suis bien devant. Mais en live, ça risque d'être compliqué parce que numéro 1, c'est un joueur qui joue les Tritons 250K. Du coup, Les Tritons, pour la petite histoire, c'est l'organisation de tournois les plus chers au niveau du buy-in. L'entrée, c'est 250 000 euros pour un tournoi. Quand il fait un minimum cash, il fait 400 000 euros, ça va être dur à rattraper, quoi. Ouais. Mais voilà. Sinon, non, on me demande rien. On me demande rien. Pour eux, je suis un gars qui voyage, qui revient en Égypte, j'ai mon entreprise, je paye mes taxes. Genre, j'ai rien à voir avec le poker selon eux. Genre, c'est pas un truc qui les intéresse, quoi. Physiquement, elle est déjà à moitié brésilien. Toi, David, ça a été un frein, ce côté problématique fiscalité en Belgique? Je dirais pas que ça a été un frein, c'était plus... En fait, en Belgique, déjà, le jeu d'argent, entre guillemets, est autorisé qu'aux personnes à partir de 21 ans. Là où tu vois une grosse différence avec la France, les Français peuvent commencer à 18 ans. Et donc, en fait, quand nous, on commence le poker à 21 ans, bah, les Français ont 3 ans d'avance sur nous. Donc, en termes de niveau, etc., on voit que le niveau français est beaucoup plus élevé que le niveau belge. En Belgique, de ce fait de la loi des 21 ans, moi, j'avais déjà un parcours familial qui était déjà assez avancé. J'ai été papa à 26 ans, donc devoir prendre cette décision si tôt, de partir à l'étranger, s'expatrier, etc. On a eu plusieurs fois la conversation avec ma compagne, mais c'est un step difficile à passer pour nous. Également, dans quelle destination tu vas t'expatrier, c'est aussi pas facile de savoir. Il faut connaître à minima la langue du pays, avoir un plan de carrière potentiellement pour ta compagne. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Est-ce qu'elle va juste vivre de tes propres revenus? Son ambition à elle, qu'est-ce qu'elle a envie de réaliser dans sa vie personnelle, etc. Donc, c'était à la fois pas le problème des impôts qui m'a freiné, mais je pense que si on avait eu un système fiscal beaucoup plus friendly avec les joueurs de poker en Belgique, je pense qu'à un moment, j'aurais senti le pas d'essayer de vivre uniquement du poker. Ok, ouais. Moi, je passe un peu aux avantages, inconvénients du métier ou de poker en manière générale. Mais justement, c'est un peu le cliché, on va dire, c'est la liberté. Hein. Le joueur de poker, il voyage où il veut, il fait ce qu'il veut, mais justement, toi, tu dis en fait que non, il y a des impératifs justement liés à la famille ou autre. On ne fait pas en fait ce qu'on veut par rapport au pays où on habite, au fait. Bah, je pense que c'est la première raison qui est donnée par 90% de la population quand tu parles pourquoi tu veux être joueur pro de poker, c'est la liberté, le fait de ne pas avoir de patron, etc. Je pense que c'est une des pires raisons pour se lancer dans le poker. Parce qu'on va vite se rendre compte qu'en fait, la liberté, on l'a pas vraiment. Parce que quand on enchaîne des mois perdants sur les sites, on peut pas se permettre de partir à l'étranger, on doit continuer de bosser pour ramener de l'argent. À savoir aussi qu'on n'a pas de sécurité. De par le fait que on est surtout en tournoi, qui est une des variantes dans lesquelles il y a le plus de variance. On va être obligé de fournir des bons résultats à moyen long terme pour pouvoir persister dans ce système. Donc non, je pense que la première raison pour laquelle il faudrait vouloir devenir joueur de poker professionnel, c'est parce qu'on aime ce jeu et qu'on est passionné par ce jeu et que plutôt que d'aller travailler à l'usine pendant 8 heures par jour, on préfère jouer aux cartes et qu'on est conscient que à côté de ça, oui, effectivement, on aura sensiblement plus de liberté parce que le jour où ça se passe bien, quand on devra prendre congé, on devra demander l'autorisation à personne. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, il faudrait d'abord, pendant des années, travailler, mettre de l'argent de côté. Faut pas oublier qu'on est, à partir du moment où tu es joueur de poker professionnel, tu dois avoir aussi une certaine gestion financière qui est importante. On a plusieurs exemples dans notre entourage à tous qui se sont retrouvés broke au bout de quelques années dû à des mauvaises gestions financières, etc. Donc je pense que les points principaux à faire valoir en premier, c'est d'abord une liberté d'adapter son emploi du temps en fonction de ce qu'on aime faire et non pas en fonction d'une tâche qui nous est prescrite par quelqu'un d'autre. Et au-delà de ça, oui, une fois que tout s'enclenche bien, on a une certaine liberté dans les choses, mais cette certaine liberté, à un moment, elle vous renvoie au travail et elle vous dit qu'au bout d'un moment, même si on gagne très très bien sa vie, il faut continuer à jouer, il faut continuer à revenir à la réalité de joueur de poker. De toute façon, je pense que si on n'est pas passionné par le jeu, par ce jeu, on peut pas être professionnel. Il faut vraiment être passionné pour progresser et évoluer correctement. Si on n'est pas passionné, si on fait ça que pour l'argent, pour moi, c'est quasiment impossible.
C'était ma prochaine question, Ouais. c'est par rapport à ça aussi. Bah, c'est pour ça que j'ai lu et Hein, tu l'as lu quand même. Super fort. C'est valable dans plein d'activités. j'arrive à lire à l'envers. Ouais. Mais pour te donner un exemple, avec Rami, on a des amis, et donc au poker, tu as plusieurs variantes, ce qu'on va appeler le tournoi, le spin, donc c'est des formats très très courts avec 3 joueurs et un système de jackpot, un petit peu comme un loto, et du cash game, donc là c'est chaque jeton équivaut à une vraie somme en euros. La variante la plus facile pour devenir joueur professionnel, c'est les joueurs de spin, parce qu'ils vont pouvoir avoir dégagé des gains réguliers chaque mois. À l'inverse, et pourtant c'est ce qui passionne le plus d'entre nous, c'est le tournoi est quelque chose qui est le plus difficile pour devenir joueur professionnel. Parce que en tournoi, tu ne peux pas t'assurer chaque mois des gains réguliers. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des joueurs qu'on connaît, Ryan Mokhtar par exemple, qui est le dernier gagnant du tournoi dans lequel on se trouve aujourd'hui. C'est un joueur qui pendant des années a dû raser les murs, essayer de trouver des solutions pour pouvoir prospérer dans ce milieu. Et ici, l'année passée, il fait une année incroyable où, au jour d'aujourd'hui, financièrement, plus rien ne l'arrête, quoi. Il pourrait prendre 6 mois de congé sans jouer et rester aussi frais qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, on vit vraiment dans un écosystème très particulier. Le tournoi fait que on peut avoir 2 ans ou 3 ans qui se passent très très mal et puis faire la meilleure année de notre carrière parce qu'on a dit prendre un énorme tournoi où on a gagné 500 000, 700, 800 000 euros. Mais pour le coup, on a d'abord dû charbonner pendant 4 ou 5 années. C'est ce que Rami disait juste avant. Les gens voient toujours la destination, mais voient jamais le trajet qu'on a dû parcourir pour arriver le trajet à est la pas simple. destination. J'en profite. C'était quoi le moment chez toi, Rami, où tu t'es dit j'ai envie d'en faire mon métier, c'est ma passion, je veux y aller? Moi, honnêtement, c'était déjà à l'époque quand. Là, je me suis remis il y a 3 ans, mais à l'époque, quand j'étais joueur pro, j'étais à la fac, j'étais étudiant, j'étais en France. Je jouais des home games, des trucs cons avec des potes, je les battais tout le temps. J'étais là, bon, je dois être fort à ce jeu, j'ai commencé à jouer en ligne. J'étais pas très fort à ce jeu, j'ai perdu pas mal de thunes. Après, j'ai commencé, moi je suis matheux, j'aime bien les chiffres et tout, j'ai commencé à bosser. Je me suis retrouvé à jouer un format qui existe plus trop de nos jours, c'est les heads-up, c'est 1 contre 1, une somme d'argent, on rentre tous les deux, on joue, celui qui gagne, il a gagné le tournoi. Et j'en ai tartiné plus ou moins 1 million, j'ai joué peut-être 1 million de heads-up. Je faisais, ici ils n'ont pas en Belgique, quelque chose qui s'appelle du rakeback, c'est-à-dire que quand tu payes un tournoi, il y a une somme que le site il taxe, il y a un retour sur cette somme. Je faisais des mois à 25 000 euros de rakeback, 30 000 euros de rakeback pendant 2, 3, 4, 5 ans. Et là, maintenant, voilà quoi, je joue pas vraiment pour gagner une tonne d'argent. Enfin, si, c'est un objectif. Mais je suis compétitif, j'ai juste envie de gagner. J'ai juste envie de m'asseoir à des tables et sentir que je suis le plus fort joueur à cette table. Genre que j'ai bossé suffisamment pour me permettre de défoncer mes adversaires. Ça arrive pas souvent. Ouais. Cette table, c'est lui, en tout cas. Le deuxième. Je pense que David, il tire les cartes.